100% asso, le rendez-vous des assos. Bienvenue à toutes et à tous sur Transat FM pour l'émission 100% asso. Nous en sommes déjà à notre 3e émission, Maxime. Bonjour tout le monde. Donc bonjour aussi merci encore à Transat FM de nous accueillir. Et aujourd'hui dans cette émission, toujours Hubert à la technique, Camille à l'Injada, Maxime qui co-anime aussi l'émission avec moi. On est content de se retrouver. On est bien sur Transat. Donc on est bien. C'est peut-être le mot qui veut dire Transat, où on est bien. Et donc pour cette nouvelle émission sur un sujet un peu nouveau, je crois aujourd'hui nous allons aborder un point important qui touche la vie associative. C'est ça. Là, on aborde tout le temps des sujets variés. Encore une émission. Le mois dernier on était sur la jeunesse. Là, on va partir sur un sujet précis que sont les relations entre les associations et les acteurs institutionnels, les collectivités, l'État. Donc c'est un vaste sujet, riche. Et où il y a plein d'interrogations, je pense, et on va voir aussi des... Donc l'idée, c'est de vous amener des points de compréhension, des outils pour vous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender ce sujet qui peut parfois paraître assez complexe. Et justement, pour y répondre, on a trié un peu nos invités. Nous avons que des spécialistes, soit des élus bien au fait de ce sujet de la vie associative, mais aussi des techniciens, je crois. Voilà, des membres des partenaires des réseaux dans lesquels le DSU lui-même est membre. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite par la première rubrique Minute Asso avec, je crois, Yannick Dubois, mais on en dira un peu plus après cette pause musicale. C'est ça. Your dirty love, like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love, like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love, your dirty love. Give me your dirty love, like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love. I don't believe you never seen his book before. I don't need no consolation, I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty love. Your dirty love. Give me your dirty love, just like your mama make her fuzzy poodle do. Give me your dirty love, the way your mama make that nasty poodle chew. I'll ignore your cheap aroma and your little Bo Peep diploma. I'll just put you in a coma with some dirty love. Transat FM. La Minute Asso sur 100% Asso. Donc nous nous retrouvons sur Transat FM pour toujours continuer notre émission 100% Asso. Maxime, et chose un peu particulière, aujourd'hui on inverse un peu les rôles. On commence par la Minute Asso, je crois. C'est et on reçoit Yannick Dubois. C'est ça, on change un petit peu les habitudes pour ce mois-ci. Alors, Yannick, bonjour Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. D'abord, on va être poli, on va saluer quand même. Oui, ça se fait. Ouais. Alors, Yannick, vous êtes juriste, consultant formateur au sein du cabinet associatif Cogito Association. Vous êtes spécialiste du droit des associations, vous accompagnez, vous formez les acteurs associatifs au sein de ce cabinet, mais aussi vous depuis plus de 20 ans. Vous êtes membre du comité éditorial de la revue Association Mode d'Emploi, que nous avons ici, auquel nous sommes abonnés depuis quelques années déjà, n'est-ce pas Nicolas ? Oui, tout à fait, on a au DSU, on peut consulter les écrits de Yannick dans la revue Association Mode d'Emploi, tout à fait. Et vous êtes l'auteur de nombreux articles, on vous retrouve notamment dans cette association Mode d'Emploi.
Oui, et puis en plus Yannick est bien connu sur Boulogne-sur-Mer puisqu'il intervient aussi dans des ateliers de formation pour le DSU dans le cadre de la montée en compétences des bénévoles, je crois. C'est ça, de par ses compétences dans le droit, la fiscalité des structures de l'économie sociale et solidaire, ce que vous faites à l'université. Vous venez récemment de publier aux éditions territoriales un ouvrage intitulé « Le guide de l'élu délégué à la vie associative ». Et justement, c'est tout intéressant parce que c'est pile poil dans la thématique de notre sujet de l'émission, justement le rapport entre les institutions, les collectivités et les associations, Maxime. Donc, c'est ça. Voilà, vous avez tout dit. Hein. Non, mais voilà, on a plus ou moins tout dit, mais bon, si on fait le CV de Yannick Dubois, on pourrait faire une émission peut-être dessus. Ah bah en fait, on pourrait ne pas s'arrêter. Hein, Yannick? Parce que vous intervenez partout. Ouais, vous êtes trop gentil avec moi. Non, mais c'est vrai que vous êtes quelqu'un de présent, un spécialiste, et voilà, donc on a des retours aussi de la vie associative qui apprécient vos interventions. Mais justement aujourd'hui, toutes les collectivités travaillent avec les associations pour mener le travail. Ils ont vraiment une utilité sociale sur le territoire. C'est une richesse pour la commune. On parle aussi de la richesse du tissu associatif. Mais quel est l'intérêt qu'une collectivité puisse aider le développement d'une association? Et parce qu'on parle souvent des subventions, qu'est-ce qu'une subvention? Mais est-ce que c'est un droit, pour les associations, la subvention, ou pas? Comment ça fonctionne un peu? Alors, effectivement, aujourd'hui, la manière dont les collectivités vont aider les associations, dans beaucoup de collectivités. Alors, quand je parle de collectivités, je parle évidemment des communes, des intercommunalités, des départements et des régions. Ces collectivités vont principalement aider les associations sur le plan financier, en leur accordant des subventions. Alors aujourd'hui, depuis une loi de 2014, on a une définition assez précise de ce que c'est qu'une subvention. Hein. Une subvention, c'est une aide qui est accordée par une collectivité ou un établissement public à une association qui est à l'initiative de la demande et du projet. Donc on distingue bien cette subvention d'un autre dispositif, que sont les marchés publics, et qu'on reviendra après. On ira là-dessus. Voilà, mais l'idée c'est bien que une subvention c'est une demande qui est faite par une association et cette association va présenter en général un projet ainsi qu'un budget qui correspond à ce projet et puis demander à la collectivité de l'aider. Alors non, une subvention n'est pas de droit, ça veut dire que la collectivité est tout à fait libre d'accepter ou de refuser d'accorder une subvention. Elle n'est même pas contrainte de justifier de sa décision. Hein. On parle de décision discrétionnaire de la part de la collectivité. En tout cas, pour pouvoir demander une subvention, l'association elle doit remplir aujourd'hui un certain nombre de conditions. La première condition, c'est d'être une association déclarée. La seconde, c'est d'avoir un numéro de sirène. Et puis aujourd'hui et depuis peu, c'est pour l'association de remplir un certain nombre d'obligations et notamment d'avoir signé le désormais célèbre, en tout cas ça fait encore un petit peu polémique, mais et voilà. Le contrat d'engagement républicain que nous avons traité dans la précédente émission avec Thomas Lowers. Voilà, c'est ça, excusez-moi, j'ai eu une petite absence sur le terme, le contrat d'engagement républicain, qui est aujourd'hui annexé d'ailleurs au CERFA de demande de subvention et dans lequel l'association va s'engager au respect d'un certain nombre de principes républicains, de laïcité, de transparence, etc. Donc voilà un petit peu sur les subventions. Elles peuvent prendre, elles peuvent prendre plusieurs formes. Hein. Ça peut être des subventions sur des projets, ça peut être des subventions sur le fonctionnement de l'association. Aujourd'hui, on rencontre aussi des subventions d'investissement qui permettent notamment à une association de pouvoir investir dans des achats de matériel, dans de l'immobilier, dans du mobilier. Et puis, on va aussi rencontrer parfois des subventions exceptionnelles lorsque l'association va mettre en place un événement particulier pour lequel elle va solliciter la collectivité. On parle de diversité justement des financements et les associations ont souvent besoin de locaux pour réaliser leur mission. Comment les collectivités peuvent les aider à ce niveau Alors effectivement, quand on discute avec les associations, on voit bien que la question des locaux est vraiment au cœur de leurs préoccupations.
qu'il s'agisse de locaux pour se réunir, de locaux pour stocker du matériel, de locaux pour conduire les activités de l'association, etc. Aujourd'hui, les collectivités elles essayent de répondre du mieux qu'elles peuvent à ces diverses sollicitations. Ce qui est important de savoir, c'est que beaucoup de collectivités vont proposer des prêts de salles ponctuels aux associations. Alors c'est pas forcément gratuit, hein. La collectivité peut très bien décider peut très bien voter en conseil municipal ou en conseil exécutif le fait que le prêt ou la location de salle sera possible pour les associations à tel ou tel montant. Donc ça c'est un petit peu les locations, j'ai envie de dire ponctuelles lorsque l'association a besoin d'une salle ponctuellement. Parallèlement à ça, on a aussi des associations qui ont besoin de locaux de manière plus permanente et donc la collectivité peut aussi mettre à disposition des locaux municipaux pour la tenue d'une permanence, pour la localisation fixe d'une association. Bon, dans ces cas-là, en général, elle conclura avec l'association une convention qui permettra de régler qui s'occupe de quoi, qui est responsable de quoi dans l'utilisation des locaux municipaux. Et quand ça manque de locaux? Voilà. Après, aujourd'hui, il y a des solutions qui sont extrêmement intéressantes et qui sont aussi ou portées par des associations ou par des collectivités, qui est l'idée que des locaux, en général, l'association qui doit se réunir, elle va pas en avoir besoin de manière permanente. Et ça peut être tout à fait une logique un petit peu de mutualisation, où on va dire les locaux n'appartiennent pas à une association, mais sont mises à la disposition de manière ponctuelle. Alors c'est souvent géré par des maisons des associations, comme c'est le cas à Boulogne-sur-Mer. Ouais, mais en fin de compte, tout ça, on va les retrouver aussi dans la valorisation, je pense, des budgets. C'est aussi une obligation une forme, en fin de compte, c'est pas de la subvention, mais ça se traduit aussi sur un budget de l'association, ça se traduit sur son budget aussi, je crois, ça. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a la possibilité dans les budgets prévisionnels et dans les comptes de résultats des associations de faire apparaître ces mises à disposition gratuites de locaux de la part des collectivités. Alors, aujourd'hui, dans la définition, en réalité, ça correspond à une subvention. Ça veut dire que les mises à disposition de locaux pourraient tout à fait faire l'objet d'une valorisation financière. Hein. Ça consiste en gros à dire si on avait été amené à payer le local, voilà combien ça nous aurait coûté. Hein. Et on fait apparaître ça effectivement dans le budget de l'association, parce que finalement c'est un apport, hein, c'est une forme de soutien de la collectivité pour les associations, et c'est vraiment bienvenu quand on arrive aujourd'hui à le calculer, parce que ça montre effectivement que au-delà de la subvention financière, eh bien l'aide de la collectivité elle peut prendre plusieurs formes. Ouais, c'est tout à fait aussi le même cas de figure pour le matériel sono, podium. Souvent c'est la collectivité qui est sollicité, et ça c'est aussi à valoriser dans les budgets, je suppose. Oui, tout à fait. Des fois, les associations ont tendance, si vous voulez, à creuser la tête pour essayer de trouver des financements pour pouvoir louer une sono, ou acheter une sono, ou louer un podium, ou des barrières, du matériel, etc. Aujourd'hui, il est des fois plus facile d'obtenir auprès de la collectivité le prêt de ce matériel. Plusieurs collectivités ou en direct ou parce qu'elles vont passer par des maisons des associations vont disposer de matériel qu'elles vont en général utiliser elles-mêmes en tant que collectivité, mais matériel qui n'est pas utilisé de manière permanente et qui peut donc être prêté ou loué à des tarifs intéressants aux associations. Ça évite, si vous voulez, je dis toujours dans les formations, avant de chercher de l'argent pour financer les projets, regardons les moyens qui sont autour de nous et qui peuvent être sollicités pour éviter d'avoir à chercher des financements. Oui, on peut même imaginer comment on peut travailler aussi la mutualisation de matériel entre associations. Mais par exemple, il existe aussi des associations ou des maisons des associations qui ont des outils Cotec qui mettent à disposition. Donc tout ça aussi, c'est aussi une partie d'aide. Elle n'est pas pécuniaire, mais c'est aussi une aide aux associations. Oui, tout à fait. Ouais. Mais justement aussi, parce que voilà, on a beau avoir une sono, là je vois bien qu'il y a Hubert, notre technicien au son, il se débrouille avec une table de mixage. Moi je suis devant une table de mixage, je pense que je saurais pas m'en sortir. Mais est-ce que par exemple une collectivité peut mettre aussi à disposition des spécialistes, voire des techniciens, parce que parfois on a besoin de branchement électrique, de gérer une sono. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'aide possible qu'une collectivité peut apporter à une association, et comment ça va se traduire ça ? Alors tout à fait, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Hein.
Le principe est assez simple, c'est de dire qu'au sein d'une collectivité, une commune, une intercommunalité, il y a des fois des compétences. Et enfin, il y a toujours des compétences. Mais ces compétences, elles peuvent être des fois sollicitées, mobilisées par les associations. Donc c'est pareil, il suffit des fois de faire la demande à la collectivité en disant voilà, on organise un événement et pour cet événement justement l'exemple est très bon, hein, celui que vous citez, on n'a pas de technicien compétent pour utiliser la sono. Est-ce que c'est possible que vous nous mettiez à la disposition un agent de la collectivité qui va venir gérer la sono pendant notre événement? Alors évidemment, la collectivité, encore une fois, hein, comme pour les subventions, est en droit d'accepter ou de refuser. Mais en tout cas, ça fait partie de la palette de moyens humains, cette fois-ci, qu'une collectivité peut mettre à la disposition d'une association. Je pense par un exemple très concret à une association que j'ai accompagnée il n'y a pas très longtemps, qui était une association de jardins ouvriers. Et ils étaient en pleine réflexion sur comment rendre plus développement durable, plus éco-responsable la gestion des parcelles dans le cadre des cultures qui étaient menées dans ces jardins ouvriers. Eh bien, elle a demandé aux techniciens de la collectivité spécialiste des espaces verts de faire une intervention dans l'association pour expliquer comment on pouvait gérer intelligemment l'eau, comment on pouvait aménager les surfaces pour que ce soit plus éco-responsable et qu'on utilise moins de produits phytosanitaires. Voilà, tout ça, c'est aussi des choses qui sont possibles. Alors, il peut y avoir des fois des mises à disposition de longue durée. Ça veut dire un agent de la collectivité va être mis à la disposition pour réaliser une mission sur du plus long terme pour une association. Dans ces cas-là, bien évidemment, ça va passer par une convention. L'agent reste évidemment sous la responsabilité de la collectivité, mais il va réaliser toute ou partie de ce temps de travail dans une association. Bon, il s'agit souvent des associations d'intérêt général, hein, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait quand même un cadre un petit peu à ce genre de mise à disposition. Alors c'est très intéressant tout ça. On pourrait, je pense, en parler toute la journée. Voilà, pour finir, on va se poser une petite question vis-à-vis d'un peu, ça fait un gros mot, je sais pas, qu'on entend beaucoup à la télévision. C'est la question des marchés publics. Alors, c'est ceux qui sont lancés par les collectivités. La question, c'est de savoir, est-ce qu'une association peut répondre à un marché public ou c'est réservé aux entreprises ? Alors, une association peut tout à fait répondre à un marché public. Alors, peut-être juste revenir en 2 secondes sur ce que c'est qu'un marché public. Un marché public, c'est lorsque, contrairement à la subvention, l'initiative vient de la collectivité. C'est la commune, le département qui dit, voilà, nous, on a un besoin. Et pour ce besoin, on cherche un opérateur pour pouvoir réaliser telle ou telle mission. Certaines missions vont entrer dans des champs qui sont des champs de compétences des associations. Ça peut être des accueils de loisirs, ça peut être la mise en place d'un événement sportif, ça peut être la mise en place d'un événement culturel, etc. Et bien dans ces cas-là, la collectivité va rédiger un cahier des charges et puis faire ce qu'on appelle un appel d'offres. Et aujourd'hui, les associations sont des opérateurs économiques, j'allais dire presque comme les autres, mais ils peuvent tout à fait faire une réponse et se positionner en disant voilà, nous, association du territoire, nous avons une proposition à vous faire en réponse à votre appel d'offres. Donc c'est tout à fait possible. C'est même aujourd'hui une des ressources, on va pas se mentir, des associations qui a tendance à se développer. Ok. Merci bien Yannick pour tous ces éclairages sur l'apport des collectivités. Et je tenais aussi à vous remercier d'avoir pris ce temps-là, parce que vous êtes fort demandé, fort occupé. Donc on peut aussi retrouver le cabinet Cogito sur son site internet. Je crois que c'est cogito-asso.fr. Vous avez plein de renseignements, vous avez toutes les missions, le panel des missions que vous pouvez faire, si ça peut intéresser les associations. Et de toute façon, on vous retrouvera aussi dans le cas des ateliers au très bientôt. Très bientôt. Donc oui, je suis quasiment devenu un boulonnais d'adoption vu le temps que je consacre à Boulogne-sur-Mer. Toujours avec un grand plaisir. Puis vous avez des fans, je pense que vous avez votre fan club, le fan club de Johnny Hallyday, mais bientôt on va créer le fan club de Yannick Dubois de l'association Cogito. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas mais qui aimeraient découvrir un peu plus vos compétences, on peut vous retrouver sur On en parle au DSU sur YouTube, où on retrouve les capsules Minute Asso où vous intervenez sur des sujets bien précis touchant la vie associative. Merci bien. Exactement. Yannick, et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt Yannick. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. I can make you dance, 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 dance. I know the world's in a real bad way. I can make you dance if you want me to. But I can break it down and let me show you.
Transat FM. L'invité de 100% Asso. De retour dans 100% Asso, toujours sur Transat FM, toujours dans cette relation association et institution. Et aujourd'hui, on va un peu inverser notre regard, hein, Maxime. On va plutôt aborder le regard à partir d'une institution, d'une commune, d'un département. Le regard associatif. C'est ça, d'habitude on regarde beaucoup les relations institutions-associations au travers du regard de l'association, mais ça peut être important aussi d'inverser ce regard et de regarder l'institution envers l'association. Et aujourd'hui, je crois qu'on reçoit on a un hôte de marque et nous avons le plaisir de recevoir Mireille Ingré-Sereda. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui n'habitent pas à la côte, qui n'habitent pas à Boulogne et qui nous aillent peut-être au fin fond de la France, on sait pas, on va vous présenter un petit peu. Alors, rapidement, on va pas rentrer dans tous les détails, hein, sinon ça va prendre longtemps. Vous êtes conseillère départementale du Pas-de-Calais. Oui. Vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération du Boulonnais et vous êtes première adjointe à la ville de Boulogne-sur-Mer. Tout à fait. C'est ça, donc on va s'arrêter sur ces trois missions, parce que c'est les trois missions qui nous intéressent aujourd'hui. Mais avant de repositionner dans le contexte dans l'émission, voilà, la vie associative pour un élu, que ce soit un élu d'une commune ou un élu d'une communauté de communes, une communauté d'agglomération comme à Boulogne ou d'un département, ça représente quoi la vie associative dans le mandat d'un élu? Est-ce que c'est important? Sur comment on va s'appuyer dessus? Qu'est-ce que ça représente pour c'est l'élu et surtout aussi pour le territoire. Alors, la vie associative, et je crois que c'est un sujet effectivement qui est extrêmement important pour une collectivité. La vie associative, elle est d'importance notamment dans, l'animation au sens large des territoires. Les associations, elles ont différents rôles, elles ont différents objets. Ça va de l'association sportive à l'association culturelle, l'association de services, l'association aussi qui est employeuse et qui permet aussi d'apporter la dimension économique sur un territoire. Et donc c'est un socle finalement sur lequel repose aussi l'action et l'activité d'une commune, d'un département, d'une intercommunalité. Et finalement, c'est un maillon essentiel notamment de toute la vie. Sur un territoire. Si on pense par exemple aux temps qui sont des temps hors temps scolaire par exemple, sur des temps de loisirs, prenons un club de football. Ce club, eh bien, il va être à la fois celui qui va permettre de dispenser une activité sportive au sens propre. C'est aussi un club qui va être fédérateur, qui va être aussi le club qui agrège notamment les familles, les parents. Qui vont venir vers notamment les coachs, vers le président, vers le bureau de l'association et du club. Et ça va permettre aussi donc ce lien, un lien qui est fort, et parfois aussi c'est une veille, finalement une veille sociale. Ça nous permet aussi de soulever certains problèmes, soulever certaines difficultés, et parfois bien d'accueillir des familles aussi dans un autre circuit, dans un autre accompagnement. On a comme ça donc finalement un maillage qui se fait sur le territoire. Et puis bien souvent, l'association,
elle est aussi le relais de politiques qui sont portées par les collectivités. Je vais prendre un exemple que je connais bien au niveau du département du Pas-de-Calais. Je vais prendre par exemple la coopération internationale, puisque je porte sur mes délégations cette délégation spécifique de la coopération internationale. Une collectivité ne peut pas tout faire. Et puis, s'il n'y a que des relations institutionnelles de collectivité à collectivité, on retrouve ce qu'on appelait le classique jumelage, ce qui est peut-être très très intéressant et très convivial et très amical. Mais il faut aller au-delà. Il faut construire la coopération internationale au-delà. Et le meilleur vivier pour construire une coopération qui soit une coopération durable, ce sont justement les associations. Et c'est en cela que les collectivités, eh bien, ont également, je dirais, ce contrat réciproque entre l'institution et l'association pour mettre en place notamment des actions et des politiques, et pour faire en sorte, eh bien, je dirais, d'essaimer au plus large. Parce qu'il y a aussi les réseaux d'associations, c'est extrêmement important. On parle du PIVA, on parle notamment de la maison des associations, des maisons des associations. C'est aussi en parlant des projets que les uns et les autres apprennent à se connaître, mais aussi peuvent faire en sorte, eh bien, de faire réseau et de faire rayonner encore plus. Donc je dirais finalement la relation institution-association, association-institution, c'est une relation, c'est un gagnant-gagnant. Quelque part, l'association permet aussi d'aller entre l'institution et le citoyen. Ah ben forcément, puisque l'association, je dirais, elle est même encore plus proche du citoyen par rapport à l'institution, parce que parfois l'institution fait aussi un petit peu peur et c'est un petit peu ce lieu où finalement les citoyens peut-être franchissent le moins facilement la porte, alors que l'association, elle est en proximité en règle générale. L'association, c'est justement cette porte qu'on peut franchir. Et bien souvent, c'est peut-être cette petite lumière qui brille le soir, alors que tout est fermé, toutes les portes sont fermées un peu partout, et l'association, elle est encore là, elle est en veille finalement dans le quartier, elle est présente. Et je crois que pour les citoyens, c'est plus simple d'aller franchir justement le pas de cette association avec des gens qu'ils connaissent, avec des gens qui sont du cru. Et puis là, c'est l'importance aussi de toutes les associations, quelle que soit leur taille, parce qu'on va pas, on a tendance à parler, voilà, ceux qui vont mener des grandes missions, c'est des grosses associations avec plein de salariés. Mais là, vous parlez aussi de l'association de quartier, de tout type de structure finalement, et quelle que soit l'activité. Voilà, c'est ça, ça concerne tout le monde. L'importance de l'association pour un élu, c'est tout type d'association, quelle que soit sa taille. Tout à fait. Oui, il n'y a pas que effectivement que les hyperstructures qu'on connaît, qui sont des grands réseaux, mais ça va effectivement jusqu'à la petite association. L'association, ça démarre à deux. Tout à fait. La toute petite association qui est aussi porteuse que la grosse association, parce que elle a justement peut-être même plus d'ailleurs le réseau de proximité que l'hyperstructure. Alors c'est très très intéressant tout ça, hein. Il y a plein de choses à dire. Hein. Là, ce qui est intéressant dans ce que vous avez évoqué justement, c'est ce rapport donc commune, département, donc que vous avez mis. Il y a un sujet qui questionne pas mal les associations, c'est les questions des compétences des institutions, qui en réalité sont très variées, peu importe l'interlocuteur qu'on a en face de vous. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots aux associations qu'elles comprennent ces petits tiraillements des fois qu'elles ont par rapport aux partenaires? Alors oui, effectivement, les collectivités ont différentes compétences. C'est parfois effectivement un petit peu compliqué peut-être de s'y retrouver. En tout cas, je pense que la première porte d'entrée, et je dirais celle qui est la plus proche et la plus simple, c'est certainement une mairie. Et dans cette mairie, à partir de cette mairie, puisque les différentes collectivités, elles ne sont pas imperméables les unes par rapport aux autres, mais au contraire, il y a des réseaux qui se créent, et heureusement. Et donc peut-être que ce premier point d'entrée peut être la collectivité la plus proche, donc la mairie, avec ses différents points, notamment d'aide aux associations. Quand on a la chance comme Boulogne-sur-Mer d'avoir une maison des associations, c'est ce premier point, je dirais, qui est celui qui est le plus logique et le plus naturel. Les intercommunalités font également un travail sur notamment les associations et font des ponts. Donc ça veut dire qu'entre une mairie et son agglomération, il y a également des liens qui sont créés et des réseaux qui se font. Et puis on a, alors je vais parler du département que je connais, celui du Pas-de-Calais, mais je pense que sur l'ensemble du territoire, on a aussi ces compétences qui sont prises. On a aussi un développement à partir des départements de réseaux associatifs, sur des compétences qui sont propres au département. Alors on va peut-être repartir du département. Ça va aussi bien sur des politiques qui sont des politiques volontaristes comme le sport, comme la culture, comme la coopération internationale que j'évoquais tout à l'heure, où les associations peuvent trouver finalement des supports, notamment à leur activité, à leur action. Sur les agglomérations,
nous avons également ce type de compétences volontaristes. Je pense notamment au comité d'agglomération du Boulonnais, au sport d'eau par exemple, qui sont en termes de compétences qui sont développées sur le territoire. La culture, bien évidemment, les loisirs aussi, puisqu'il y a aussi des activités pour les jeunes qui sont produites chaque année. Et puis sur les mairies, généralement le spectre est beaucoup plus large. Alors comment s'y retrouver dans l'ensemble, effectivement, de ces collectivités ? Il y a un souci de simplification en règle générale pour le tissu associatif. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait aussi une volonté de la part des collectivités d'accompagner les associations si un montage de dossier est complexe ou de simplifier les appels à projets. Et ça aussi, faut que ça rentre aussi un petit peu dans la culture de l'institution. C'est-à-dire que il faut pas qu'on se retrouve avec une association qui doit prouver 15 fois quelle est son adresse, quels sont ses statuts. Voilà, il faut qu'il y ait à un moment aussi une possibilité de partage de ces informations, qui de toute façon restent les mêmes, hormis la vie d'association engagée et puis un changement de bureau, etc. Ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, exactement, ça n'arrive pas tous les jours. Donc il faut qu'il y ait aussi cette volonté d'essayer de rendre la vie la plus simple possible aux associations. Alors, c'est peut-être aussi un peu une culture que j'ai pu acquérir, notamment en ayant cette délégation au niveau de la ville de Boulogne, c'est que lorsqu'on est dans un appel à projet, je pense à ceux du département notamment, parce que j'essaye d'essaimer cette culture de la facilitation. Je leur dis toujours, montez pas des usines à gaz, ça sert à rien, personne de toute façon ne répondra à l'appel à projet, mais simplifier au maximum, et c'est ce qu'on cherche à faire, et notamment sur la thématique, je la reprends, mais c'est parce qu'elle est vraiment symbolique, de la coopération internationale. En règle générale, ce sont des gros dossiers, on pense Europe tout de suite, on se dit, oulala, où est-ce qu'on va mettre le doigt ? Ben non, justement, j'ai voulu qu'on soit sur des dossiers extrêmement faciles à monter. Et avec des gens qui sont au téléphone, qui vous répondent et qui vous accompagnent pour monter le dossier. Parce que c'est ça aussi, l'accompagnement associatif, c'est ça aussi, faire en sorte que le tissu associatif puisse être porté. Il faut l'accompagner. Faut l'accompagner. Alors en mettant des moyens parfois qui sont des moyens comme une maison d'association, qui sont des personnels. Voilà, c'est en ça aussi qu'une collectivité elle peut s'impliquer. Mais c'est donc aussi bien sur une collectivité de proximité qu'une collectivité comme un département. Mais c'est aussi dans la simplification des démarches. Voilà, il y a les deux qui doivent être concomitants pour permettre à toute association, quelle que soit sa taille, c'est surtout ça qui est important, quelle que soit sa taille, de pouvoir déposer un projet. Oui, parce que souvent, nous, il y a des associations qu'on le rencontre qui semblent avoir un projet intéressant à leur regard et qui souvent l'est. Ils disent, je peux pas le déposer au département parce que j'ai pas un rayonnement départemental. Je ne travaille qu'à l'échelle de mon quartier, des quartiers avoisinants, disons, de la commune. Ils se refusent même le droit de pouvoir postuler. Et puis après, déjà, la commune, c'est des dossiers peut-être durs. Alors, le département, c'est encore plus dur. La région, j'en parle pas. Et comme vous disiez, l'Europe, j'en parle pas. Mais est-ce que, par exemple, sur des appels à projets, le département est prêt aussi à étudier une réponse à un appel à candidature d'une association locale qui va œuvrer, je sais pas s'il y a un appel à projet sur la transition numérique au département, moi je suis la transition numérique à l'échelle de mon quartier. Est-ce que je peux avoir la prétention de déposer au département ou bien ça me sera refusé parce que j'ai pas une échelle départementale? Alors non, c'est pas l'échelle départementale qui est forcément la plus pertinente. Alors, certes, elle peut l'être sur certains dispositifs. Si le département a envie d'expérimenter, je sais pas, une aide à la personne, elle a envie de le faire sur l'ensemble du département, à l'échelle du département, elle fera plutôt appel forcément à une association qui pourra répondre à l'ensemble. Mais si une association effectivement de quartier a un projet qui est pertinent aux yeux du département, et même si ça n'est que sur un territoire finalement, l'un des territoires du département, bien sûr qu'il y aura un accompagnement qui sera possible. Je prends le comité du Détroit du Pas-de-Calais où on a justement cette possibilité pour des associations, alors ça peut être n'importe quelle association, n'importe quel type d'association, d'imaginer une coopération internationale, enfin en tout cas une coopération dans le cadre du comité du Détroit, donc soit avec la Grande-Bretagne, soit avec la Belgique, soit avec les Pays-Bas, voire avec les trois si elle a envie. Si c'est une petite association qui n'a absolument pas l'habitude de ce type de projet, eh bien, elle peut émarger et on l'accompagnera. Même si c'est une petite association qui agit à l'échelle d'un quartier, mais si le projet est pertinent, et si le projet nous paraît extrêmement intéressant aux yeux de ce qu'on veut développer, et justement cette coopération, on la veut la plus simple possible,
est la plus facile par les habitants, pour les habitants. C'est pas d'institution à institution. Et donc l'association, on regardera pas quel est son poids notamment, on regardera pas quel est son hyper budget, non, on regardera justement comment elle va porter le projet et ce qui sera pertinent à nos yeux, ce qui va refléter notamment notre volonté aux yeux du département du Pas-de-Calais. Et donc, là, vous répondez à la question qu'on a. Voilà, c'est un des meilleurs arguments pour être retenu dans un financement, c'est la pertinence du projet. À l'échelle du territoire, mais comment on va chercher cette pertinence, comment on peut savoir quelle est la ligne politique de la commune. Alors c'est peut-être plus simple parce qu'on est plus proche, mais du département, quelle est la ligne politique de la CAP, par exemple, si on parle sur Boulogne-sur-Mer d'une comité d'agglomération. Comment on peut aller chercher? Est-ce que il y a de la proximité de l'élu aussi qui va aller rencontrer les associations, ou ça passe uniquement par des techniciens, ou les deux? Effectivement, ce sont les deux. Je dirais c'est un tandem, puisque on a à la fois bien sûr dans une discussion qu'on peut avoir sur un quartier, sur une fête, voilà. Souvent les associations profitent de ces moments-là en disant je suis bien contente de vous voir parce que voilà, j'ai tel projet, j'aimerais bien développer telle chose, et d'emblée on peut répondre si effectivement ça répond aux objectifs que s'est fixé la collectivité. Ou bien dire vous avez peut-être pas tout à fait rentré dans les critères, regardons ensemble comment on va pouvoir peut-être modifier le projet, l'amender. Par exemple, on prend un projet, quelqu'un veut développer, on va dire une brocante sur un quartier, en disant je fais comment je peux faire. C'est déjà est-ce que c'est une brocante juste pour une brocante? Est-ce que c'est une brocante qui va attirer d'autres associations? Ça va être un travail qui va être partenarial, ça va être un travail en réseau, c'est juste pour faire rentrer des fonds pour l'association, ou est-ce que c'est pour un autre but? Il y a tout ça à regarder, et à partir de là, on va monter le projet de telle façon que l'association puisse être accompagnée notamment. Alors ça pourra être peut-être uniquement techniquement, j'ai envie de dire, avec du matériel à disposition. Ça pourra être sur un accompagnement à la mise en place du projet, à l'écriture du projet, à la recherche de subventionnement peut-être, parce que selon l'objet, selon le but de la manifestation, ce sera un petit peu différent. Et donc là, on aura effectivement les techniciens qui vont venir conforter finalement entre le tandem élu technicien et administrateur et TIF dans les associations, ou d'autres associations qui peuvent aussi venir renforcer et créer un réseau. Ça peut être aussi un support sur par exemple un établissement comme un centre social qui peut être accompagnateur également. Voilà, on peut tisser à partir d'une manifestation, finalement d'une idée, d'une seule idée, parfois d'une simple idée, on peut construire finalement un grand réseau et faire en sorte qu'une manifestation prenne de l'ampleur, et on se retrouve à fédérer tout le tissu associatif. Et ça, c'est hyper passionnant, parce que on sent que les gens sont dans un entrain dans ce cas-là, et qu'ils ont un but commun, et ils sont prêts à être dans le partage, à se dire tiens, moi j'ai 3 tables, j'ai 2 chaises, ça je peux le faire, telle activité je peux la faire. Voilà, on est véritablement dans cette entraide, sur une dynamique. Oui, c'est en fin de compte même l'association d'idées et de personnes qui font le projet associatif. Exactement. Là en plus. On va finir par une petite question un peu plus technique. Donc les appels à projets. Donc on en a déjà parlé en plus. Au début de l'émission, Yannick Dubois a présenté ce qu'était un appel à projet. L'appel à projet, nous quand on le voit, c'est un papier avec des critères qui indiquent qu'est-ce qui peut être financé par le projet et par le financeur. Vous qui êtes à l'origine de cet appel à manifestation d'intérêt, ce papier où il y a tous les critères, comment vous ciblez justement ces exigences que vous placez sur cet appel à projet? Alors comme on l'indiquait tout à l'heure, il y a d'abord les compétences de la collectivité. Il faut que ça rentre effectivement, parce qu'on va pas être complètement hors sol et aller imaginer notamment des actions et des activités qui ne correspondraient pas notamment aux compétences de la collectivité. Il y a également, on en parlait tout à l'heure, de la résonance du projet. Je vais peut-être parler dans ce sens-là. La résonance du projet, soit sur un territoire, soit vers un type de personnes, de population. Si on a envie d'une action environnementale, on va savoir quel type forcément à la fois de public on vise et quel type d'action. Et puis également, dans nos critères, on regarde aussi la faisabilité de la mise en place finalement de l'action. Parfois, alors ça aussi, il faut peut-être attirer un petit peu l'attention. Certaines associations, je dirais entre guillemets, s'embarquent dans des projets qui les dépassent un peu. Oui. Et on sent qu'il va y avoir une faiblesse. Et on se dit, est-ce que c'est vraiment pertinent finalement d'envoyer une association, parce que elle aura un financement, et elle n'aura peut-être pas les fonds nécessaires pour mener l'ensemble de l'action.
Donc il vaut mieux qu'une association finalement ait un refus, mais un refus qui sera un rebond, qui va l'emmener peut-être vers une action qui sera peut-être plus stable et plus fondée sur une année N+1 notamment, parce que ne pas non plus mettre les associations en difficulté ou en péril. Oui. Et donc sur les critères, on a aussi ça, c'est-à-dire cette possibilité, soit peut-être pour l'association, finalement, de créer, comme on disait tout à l'heure, la dynamique et le réseau qui va pouvoir les conforter, qui va pouvoir les aider à mener à bien leur action. Et donc sur les critères qu'on regarde, qu'on impose, il y a aussi donc cet aspect financier qui est extrêmement important. Et on essaye aussi de faire effet levier. C'est-à-dire que lorsqu'on accompagne un projet, il y a aussi cette possibilité que cet accompagnement qu'une collectivité aura produit, lève d'autres fonds sur d'autres collectivités. C'est cette espèce d'effet rebond, cette dynamique, notamment vers les autres. Nécessite d'autres financements. Et exige effectivement d'autres financements. Et là aussi, parfois, ce critère, il est intéressant parce que ça permet aussi d'élargir soit le territoire d'intervention, soit le spectre aussi de l'action. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut faire partie des critères qu'on peut exiger. Toujours, je vais redire la même chose que tout à l'heure. Très, très intéressant. On pourrait faire des heures à discuter de ça. Tout à fait. Surtout quand on parle d'un sujet passionnant avec des gens passionnés. C'est ça. C'est encore plus compliqué c'est un peu frustrant, mais voilà, comme peut-être l'occasion de refaire autre chose. Non, mais voilà, c'est de prendre rendez-vous sur une autre thématique ou voilà, avec le regard toujours de l'élu et de la collectivité sur d'autres thématiques, ce sera intéressant. Donc bien sûr, 100% asso, la séquence se termine, donc j'espère pouvoir de nouveau vous recevoir sur notre petite émission à 100% asso sur Transat FM, qui nous confie ses ondes pendant le temps d'1 heure chaque troisième mardi du mois, donc c'est toujours intéressant. Donc voilà. Et on n'hésitera pas à vous solliciter ou vous solliciter peut-être de vos collègues, peut-être la fois prochaine venir avec d'autres collègues, avec un autre regard, d'autres choses, ça peut être intéressant aussi. Merci bien, Madame Ingray. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine, comme on dit. À la prochaine. Transat FM. 100% asso, le guide asso. 100% asso continue sur Transat FM et on dit bonjour aux auditeurs qui nous ont rejoints. L'émission aujourd'hui concerne bien sûr toujours les relations entre les associations et les institutions. Et justement aujourd'hui nous avons un spécialiste de la question, un Audomarois, qui n'est autre que Rémi Magnier, bien connu sur le territoire de l'Audomarois mais aussi du Calaisis, mais plus encore. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors, pour vous présenter à nos auditeurs, donc vous êtes accompagnateur de projet pour l'association Galilée de Saint-Omer. Donc l'association Galilée est membre des points d'information à la vie associative, le réseau PIVA, bientôt guide asso. Et donc comme dans chaque émission, nous faisons appel à un acteur du réseau pour échanger présenter à nos auditeurs leurs projets, leurs actions, des exemples.
on a pensé à vous pour ce projet. Voilà, et justement, l'un des rôles de ce réseau est de faire le lien entre les associations et les collectivités, quel que soit, que ce soit à l'échelle du département, de la région, ou des intercommunalités, ou bien même des communes. Mais en quoi cette mission qui vous incombe est importante à vos yeux ? Alors les associations, vos associations, elles portent des activités sur un territoire et vous avez des besoins en matériel, en locaux, vous avez aussi des besoins en communication pour faire connaître vos actions. Et puis surtout, souvent vous êtes bénévole dans ces associations et le but c'est de vous simplifier la vie parce que le bénévolat c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de temps passé. Et donc il faut trouver des solutions pour la collectivité. Les communes par exemple, elles ont des salles, du matériel, des équipes techniques qui peuvent soutenir vos associations, qui peuvent aider les bénévoles dans la réalisation de leurs actions. Au-delà de ce soutien technique, les collectivités, donc en effet des communes, des intercommunalités, le département, la région, elles portent des politiques publiques. Elles mettent en place des actions pour répondre aux besoins des habitants dans le domaine de l'économie, du sport, de la culture, de l'environnement. Et on voit que vos associations, elles interviennent justement dans ces domaines-là. Donc c'est intéressant de créer un lien pour que ces actions, elles soient soutenues, elles soient amplifiées, et puis quelque part, les politiques publiques et les politiques que vous menez dans vos assos, elles se rejoignent. D'accord. Et en fin de compte, vous intervenez, quelle que soit la collectivité, que ce soit le département, la région, ou voire même l'État, en fin de compte, vous êtes toujours ce point de rencontre entre les deux. C'est ça. C'est compliqué pour un habitant, pour une association de s'y retrouver dans tout ça parce que on parle du millefeuille des collectivités ou du millefeuille administratif. Il y a en effet plein de niveaux différents, plein d'interlocuteurs différents et on voit pas forcément lequel est le bon. La commune, souvent ça va encore. Les associations, elles sont en proximité, elles connaissent les élus, elles peuvent connaître les techniciens. C'est un petit peu plus compliqué quand la commune elle est grande et qu'elle est organisée en service. Par contre, quand on arrive au niveau de l'intercommunalité, du département, de la région, là ça devient plus loin et beaucoup plus flou. Il y a deux entrées, ça peut être soit le territoire, parce que vous intervenez sur un territoire donné et du coup ça peut intéresser la collectivité, soit comme je le disais avant, sur ce qu'on appelle le champ de compétences, dans quel domaine elles interviennent. Alors l'intérêt d'être accompagné par un PIVA à ce moment-là, c'est que nous on connaît le fonctionnement de ces collectivités, on sait qui fait quoi, quels sont les bons niveaux à contacter. On a aussi des interlocuteurs dans ces collectivités, on connaît des fois les élus, des fois les techniciens, on va pouvoir établir le lien. Et puis voilà, on va vous aider, on va pas aller rencontrer forcément à votre place, mais par contre on va vous aider à identifier le bon interlocuteur, vous mettre en relation pour que vous puissiez avoir un contact. Ok. Et est-ce que concrètement vous pouvez nous donner des exemples, pour que les auditeurs voient bien la chose? Oui, tout à fait. Récemment, j'ai travaillé avec une association de futsal qui cherche à développer son activité. Elle veut ouvrir une section pour les jeunes enfants. Donc là, on a établi le contact avec une personne qui travaille à l'agglomération sur la politique de la ville. On s'est dit également qu'il y avait un enjeu sur les thématiques de santé. Donc on l'a mis en relation avec le service qui s'occupe de la santé au niveau de l'agglomération. Et puis aussi, on a fait du lien avec le département, par exemple, qui met en place des politiques dans le domaine du sport. Je peux vous prendre un autre exemple. On a une association dans le domaine de l'environnement qui a créé un nouveau service autour du conseil aux entreprises sur la gestion de leurs espaces extérieurs. Là, on a identifié un financement possible, un appel à projet. L'intérêt, c'est aussi qu'on a été mettre en relation l'association et le service de la région qui porte cet appel à projet, pour que la réponse, elle se fasse pas seulement sur un document, sur un formulaire en ligne, mais qu'il y ait vraiment un contact entre les services et l'association. On n'est pas toujours sur du financement. Je disais tout à l'heure, ça peut être un soutien technique. Je peux prendre un autre exemple d'une association qui retape des vélos pour les revendre, en fait. Et là, c'est le lien entre la collectivité et l'association, c'est qu'il y a une convention entre un syndicat mixte. Alors, un syndicat mixte, c'est un peu compliqué. C'est un regroupement de différentes intercommunalités, mais qui gère les déchetteries pour que cette association, elle puisse aller en déchetterie et récupérer les vélos usagés. Oui, mais justement, à quel moment ce lien est opportun? Est-ce qu'une association vient vous voir et tout de suite vous la mettez en relation avec la collectivité qui a la compétence, ou bien il faut avant tout un travail d'explication, de formation, de montée en compétence? À quel moment vous sentez que ça va matcher ou pas, ou bien vous les envoyez tout de suite, allez voir la région, c'est de la compétence de la région?
Ouais, alors ça c'est vraiment une question, c'est pas évident. C'est une question qui est compliquée de savoir quand est-ce qu'il faut y aller. Parce que si vous y allez trop tôt, on va vous dire votre projet n'est pas assez abouti. Si vous y allez après avoir trop travaillé sur votre projet, il y a un risque qu'on dise finalement vous n'avez pas besoin de nous, vous avez tout défini. Donc moi mon conseil là-dessus c'est d'établir un lien rapidement, mais plutôt sur une optique de je cherche à comprendre ce que fait la collectivité, je veux vous rencontrer pour comprendre ce que vous mettez en place et puis voir, puisque moi j'ai envie avec mon association d'intervenir dans ce domaine-là, voir de quelle façon on pourrait travailler ensemble, d'avoir un premier contact qui est pas je cherche un soutien, je cherche à obtenir un financement, mais vraiment je cherche à comprendre, à découvrir, et ça permettra d'avoir un premier lien qui pourra ensuite aboutir sur un soutien. Mais vous les préparez à ces entretiens parce que ça va pas être évident de tout d'un coup s'adresser à soit un technicien ou soit un élu de la région. Est-ce qu'il y a des phases de préparation? Vous les accompagnez? Vous êtes là un peu en second cas ou bien? Ouais, là, si vous vous adressez à un point d'information à la vie associative, c'est pareil, vous pouvez être aidé à préparer ce type d'entretien, à savoir comment vous pouvez présenter votre association, sur quoi il faut insister selon votre interlocuteur. Il y a vraiment en effet un travail avant ce rendez-vous à prévoir, pour avoir les bons arguments et pour pouvoir bien présenter les choses. Puis gérer le stress, je suppose aussi, parfois. Exactement, on va faire des petits cours de yoga pour vous aider. Voilà, c'est ça, on se détend, on souffle et on y va. Et voilà, vous êtes là pour les accompagner. On parle de cette interaction de l'association vers la collectivité, mais j'imagine que en réalité ce lien, il est à deux sens quelque part, autant au bénéfice de la collectivité. Oui, c'est ça. On a aussi, en tant que point d'information à la vie associative, des fois des collectivités qui nous contactent parce qu'elles ont envie de mener des actions et finalement elles ont besoin des associations pour intervenir dans ces domaines-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de la subvention publique et des appels à projets, parce que la collectivité, elle se dit j'ai envie d'intervenir dans tel domaine, par exemple de proposer des activités sportives aux habitants, mais j'ai pas moi les compétences en interne ou les capacités qu'ont les associations. Donc les activités font appel aux associations. Et puis là, par exemple, nous on a déjà travaillé avec une communauté de communes qui avait une politique en termes d'alimentation et puis qui s'est appuyée sur les acteurs associatifs pour développer des actions auprès des habitants sur la thématique de l'alimentation, de la production en fait à l'assiette, comment on consomme des produits locaux, comment on les transforme, comment on va cuisiner autour de ça. Oui, donc si on a bien compris, c'est que cette relation se prépare, se travaille, et justement les points d'appui à la vie associative ou les guides assos sont là pour ça. Donc on peut conseiller à toute association qui a un projet, même le début d'une idée, d'aller vous rencontrer rapidement pour pouvoir mener ce travail-là. C'est très bien résumé, Nico. Rémi, c'était passionnant, on aurait pu encore en discuter. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait le lien entre tous nos invités. Voilà, vous avez résumé en fin de compte dans vos propos un peu tout ce qu'on peut dire les invités. Je pense justement en introduction à Yannick Dubois du cabinet Cogito, mais aussi à Mireille Ingrès-Serreda, élue à la ville, à l'intercommunalité, mais aussi au département, vice-président. Donc voilà, vous avez bien fait le lien et c'était intéressant. Mais j'espère qu'on pourra se retrouver pour des échanges aussi passionnants, entre autres peut-être sur l'ESS, parce que vous êtes aussi un spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Donc ce sera avec un grand plaisir, Rémi, qu'on aura l'occasion de se voir et peut-être même en dehors du téléphone, peut-être faire une émission en direct ou faire une petite capsule vidéo aussi sur cette question. Bon, en tout cas, merci Rémi de nous avoir consacré de votre temps. Je sais qu'il est précieux, on va vous libérer au plus tôt. Merci, c'était avec plaisir en tout cas, merci pour cet échange et puis avec plaisir pour de nouveaux rendez-vous. À bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt Rémi. 100% asso, l'agenda. Toujours sur les ondes de Transat FM après cette courte pause musicale pour l'émission 100% asso, une émission consacrée à la vie associative. C'est l'heure justement de retrouver Camille qui nous présente son agenda. Bonjour Camille. Bonjour Nicolas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en ce beau mois de juin ? Alors pour le mois de juin, vous pouvez visiter le Fort de la Crèche le lundi 20 juin, les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juin et les samedis 11 et 25. C'est de 14h30 à 17h. Et pour plus d'infos, vous pouvez appeler le 06 75 52 73 57. Il y a l'association Pêle-mêle Sport qui propose divers types d'activités avec de différentes danses pour les adultes,
pour les enfants de 0 à 3 ans et des activités de chant et de motricité pour les enfants de 4 à 7 ans. Pour les dates et pour plus de renseignements, vous contactez l'association au 06 78 31 27 67. Il y a aussi l'association Nature Libre qui propose une journée d'action citoyenne le 27 juin de 9h30 à 12h30 à Tardingan. Pour les contacter, c'est le 06 50 05 85 31. L'association Sophro Partage à la Maison des Assos, elle est là le mardi de 14h à 15h, le jeudi de 18h à 19h et le samedi de 9h30 à 10h30. Et le premier samedi du mois, vous pouvez découvrir la sophrologie autour d'un petit déjeuner de 9h30 à 11h30. Ah bah c'est intéressant ça, le petit déjeuner donc. C'est sympa le petit déjeuner. Ah oui. Alors après, je vais vous parler de l'association DSU qui propose tout au long de l'année des ateliers à destination des associations pour leur permettre de développer leurs compétences, leur donner des outils pour gérer leur association. Il y a donc 3 ateliers différents totalement gratuits qui vous sont proposés. Le premier est l'atelier communication. Je réalise la communication de mon association avec Instagram le 21 mai de 9h30 à midi. Et puis de nos jours, voilà, Instagram est un réseau social incontournable presque. C'est vrai. Il y a l'atelier des financements publics en lien avec l'émission partenariat avec l'association Cogito qui se déroule le 24 mai de 9h30 12h30 à 14h 17h. Et le dernier atelier, c'est la gestion des conflits. Gérer les conflits, les anticiper, c'est important. Ça se passe le 25 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Et pour finir sur une formation BAFA Base avec l'association CEMEA, c'est du 19 au 26 juin. C'est pour devenir animateur BAFA. Pour plus d'informations sur ces 3 ateliers et cette formation, contactez l'association DSU à la Maison des Associations par téléphone au 03 21 83 73 99 et par mail à asso.dsu@gmail.com. Et c'est vrai que pour les jeunes, pour avoir fait le lien avec l'émission précédente, justement, il y a en quelque sorte une pénurie d'animateurs BAFA, donc je pense que s'il y a des postes à pourvoir, si vous avez envie de vous lancer dans l'animation, le BAFA est un bon début, et en plus sur le territoire du Boulonnais, il y a des postes à pourvoir, donc c'est peut-être intéressant pour des jeunes qui veulent se lancer. Camille, allez-y, foncez. Merci bien Camille, merci aussi Rémi, merci Yannick, merci Madame Agré d'avoir participé à cette émission, et merci aussi Hubert d'avoir géré les manettes, les fils, les potards et tout ça. Merci aussi à Transat FM, et bien sûr voilà, ça a une fin, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission qu'on est en train de vous préparer. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie sur contact@asso-dsu.fr pour nous poser toutes ces questions-là. Merci, au revoir. Merci et à à bientôt. tous, au revoir.